Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. La Commission électorale nationale autonome multiplie ses actions dans le cadre du processus électoral. Elle a rencontré ce mercredi les représentants des institutions, les membres de la société civile et les médias. Les responsables du groupe Canal+ Bénin étaient ce mercredi face à la presse. Ils ont présenté un nouveau projet intitulé Canal+ University. Et puis en Tunisie, le Parlement approuve un remaniement sur fond de contestation. Mesdames, Messieurs, bonjour. La Commission électorale nationale autonome multiplie ses actions dans le cadre du processus électoral. Elle a rencontré ce mercredi les représentants des institutions, les membres de la société civile et les médias. Les responsables du groupe Canal+ Bénin étaient ce mercredi face à la presse. Ils ont présenté un nouveau projet intitulé Canal+ University. Et puis en Tunisie, le Parlement approuve un remaniement sur fond de contestation. Bienvenue. Réuni en conseil ce mercredi 27 janvier 2021, le gouvernement béninois a pris des décisions. Entre autres, il s'agit de l'adoption des décrets fixant les attributs et appellations de grade ainsi que les signes distinctifs au sein des forces armées béninoises et la contractualisation pour une assistance technique au profit du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones côtières du Bénin. Suivez le point avec le ministre de la Communication. Des mesures normatives. Le Conseil a adopté les décrets fixant les attributs et appellations de grade ainsi que les signes distinctifs au sein des forces armées béninoises. Au titre des communications, contractualisation pour une assistance technique au profit du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin, TASCO 2. Le dit projet vise l'amélioration durable des revenus des exploitations et des rendements des cultures de la rotation cotonnière par la restauration et l'amélioration de la fertilité des sols grâce à l'adoption de pratiques agroécologiques et à une mécanisation adaptée aux pratiques. Il va ainsi assurer une généralisation du référentiel technique élaboré et implémenté au cours de la phase pilote qui a eu lieu de 2017 à 2019. La zone d'intervention du projet couvre 22 communes regroupant 180 000 producteurs qui réalisent 90% de la production nationale de coton, de même qu'une part importante de cultures vivrières. C'est à cet effet qu'il est prévu le recrutement d'une assistance technique internationale dans le cadre de la convention signée entre le Bénin et le bailleur, l'Agence française de développement.
Dans la matinée de ce mercredi, la Commission électorale nationale autonome s'est entretenue avec les institutions de la République et les ministères impliqués dans l'organisation de la présidentielle du 11 avril prochain. Ces échanges entrent dans le cadre des préparatifs du scrutin dont le premier tour est prévu pour se tenir le 11 avril. Suivez le point avec Samson Oké. Échange sur le processus électoral en cours au Bénin. C'est une initiative de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Une rencontre qui a réuni au Champ d'Oiseaux de Cotonou les représentants des différentes institutions impliquées dans le processus et du corps diplomatique accrédité au Bénin. L'organisation d'une élection relève certes de la structure en charge de l'organisation des élections dans notre pays, à savoir la Sénat, mais la Sénat à elle seule ne peut pas porter toute la responsabilité de l'organisation d'une élection. Tout ça dans l'esprit de faire en sorte que les élections se tiennent dans la paix et que chacun puisse apporter sa contribution. Deux communications ont meublé les échanges. Il s'agit de la présentation du calendrier électoral et la liste des pièces à fournir pour la déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2021. Puis, rôle et responsabilité des institutions et ministères dans le processus électoral. Après les échanges, le président Emmanuel Tiando a exprimé la reconnaissance de son institution à chaque participant avant d'inviter chaque acteur à sa responsabilité pour la réussite du processus. Ce que nous souhaitons, c'est que chacun puisse, à son niveau, jouer la partition qui est la sienne. Que chacun prenne la mesure de ses responsabilités et qu'il se dise que le succès de l'élection dépend également de ce qu'il aura fait pour apporter sa contribution et ne pas penser qu'il revient uniquement à la Sénat de régler tous les problèmes. On a également rencontré les acteurs de la société civile et les médias pour le même exercice. Suivez la vice-présidente de la commission. Cette rencontre participe de la volonté de la Sénat de partager avec vous ce qu'elle fait, à quel niveau d'exécution de son calendrier elle se trouve et quelle contribution nous attendons de vous. S'il est constant que l'article 13 du Code électoral désigne la Sénat comme l'organe de gestion des élections, il n'en demeure pas moins vrai que ce défi ne pourra être relevé qu'avec la participation effective et efficiente de chaque partie prenante au processus électoral. La publication du calendrier électoral le 11 janvier 2021 amorce la mise en œuvre de l'ensemble des activités devant nous conduire au scrutin du 11 avril 2021. Il est par conséquent important pour nous de repréciser les termes de notre tacite collaboration en rappelant les rôles et responsabilités de chaque partie prenante et pourquoi pas de solliciter vos contributions pour améliorer ce que nous faisons. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous rassurer, puisque nous parlons des ONG et des OSC, de ce que toutes les dispositions sont prises par la Sénat pour faciliter la délivrance des lettres d'accréditation à toutes les organisations requérantes, la mise à disposition des badges correspondant aux observateurs à déployer et la couverture médiatique de toutes nos activités électorales. Notre souci majeur, mesdames et messieurs, est d'organiser des élections électorales dans un climat de paix et de cohésion nationale, nonobstant la pandémie de Covid-19. Quoi que l'on dise, les organisations de la société civile ainsi que les médias
sont en quelque sorte la cheville ouvrière de tout ce qui concerne la rubrique communication et sensibilisation à l'endroit des populations. Sans vous, sans votre participation, mesdames et messieurs des OSC, des ONG, mesdames et messieurs les médias, on ne pourra pas avoir une participation de qualité aux élections. La Marine nationale organise depuis ce jeudi une opération dénommée Espadon. Cette opération a pour thème « Tolérance zéro pour l'insécurité maritime dans les eaux béninoises ». Elle vise à préparer le personnel et le matériel à avoir des capacités opérationnelles pour garantir un espace maritime sécurisé. Voici le point des activités menées au cours de la première journée. C'est devenu une habitude pour la Marine nationale d'organiser chaque année des manœuvres maritimes pour tester non seulement son personnel, mais aussi son matériel. Pour cette édition, l'opération dénommée Espadon a démarré ce 27 janvier avec 2 scénarios. Le premier scénario est un exercice pour contrer la piraterie maritime dans la rade de Cotonou, une manœuvre que nous explique le lieutenant de vaisseau Régis Agossou. Tôt ce matin, le centre de commandement des opérations maritimes nous a informé qu'il y a un navire commercial du nom de MT Bidosessi. Il a été attaqué par des pirates. Le centre de commandement nous a ordonné d'appareiller en urgence pour aller appuyer l'équipe de protection qui est déjà sous position sur le navire. D'urgence, nous avons appareillé, nous sommes partis, nous nous sommes rendus sur position. On a effectivement constaté qu'il y avait une embarcation qui rôdait autour du navire. Là, l'embarcation a essayé de fuir, nous l'avons interceptée et nous l'avons maîtrisée. Et les pirates sont venus à la plage arrière, on les a tous vus, on a envoyé une équipe de protection sur l'embarcation des pirates pour les maîtriser, les dérouter et à l'issue, on a fait l'escorte du navire à la base navale de Cotonou. Un objectif atteint à la fin de l'exercice. La manœuvre de ce matin, c'était pour voir la réactivité du patrouilleur P110 Ouémé, de l'équipe de protection et de l'ensemble du système. Et pour ce matin, je pense que notre objectif est atteint. On a pu voir comment réagissent les fusiliers, l'équipe de protection et le système de communication avec le centre de commandement des opérations. Tout ce dispositif a été testé ce matin. La seconde manœuvre organisée dans l'après-midi de ce mercredi a porté sur la sécurité, l'incendie et les voies d'eau à bord d'un patrouilleur stationné à quai. Des opérations dont le but est de permettre aux forces navales d'acquérir le réflexe et le goût de l'action pour faire face à d'éventuels trafics illicites en mer. Les responsables du groupe Canal+ Bénin ont présenté à la presse béninoise ce mercredi 27 janvier un nouveau projet intitulé Canal+ University. Ce projet vise à contribuer au développement des médias de l'audiovisuel et du cinéma en Afrique. Reportage. Les responsables du groupe Canal+ Bénin ont organisé un point de presse ce mercredi 27 janvier à Cotonou. Une rencontre avec les hommes des médias qui vise un objectif précisé ici par Jonathan Lé, directeur sortant de Canal+ Bénin. Pour présenter nos gros projets, on ne pourra pas présenter aujourd'hui tous nos projets parce qu'ils sont très nombreux, mais on a essayé de faire quelque chose de structuré pour vous montrer là où on va aller, puisque ce sont nos valeurs. Et on pense que ça correspond également aux valeurs de nos abonnés et aux valeurs des Africains. Donc ce sont des valeurs partagées, donc on a envie de travailler sur ces sujets. Canal+ University, c'est le nom de ce projet qui correspond aux valeurs des Africains selon le groupe Canal+. Une initiative visant à contribuer au développement des métiers de l'audiovisuel et du cinéma en Afrique. C'est pour les responsables du groupe Canal+, un label de formation dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma. Pour la directrice entrant, Canal+ Bénin travaille déjà sur le terrain, non seulement pour cette cause, mais aussi celle concernant les secours scolaires. Nous, au Bénin, on a fait le choix de s'engager également sur le terrain, pas que à l'antenne, mais sur le terrain. Nous mènerons des actions pour s'engager sur le droit de l'enfant, sur l'éducation et sur la formation. Et c'est quelque chose que nous faisons déjà depuis plusieurs années, puisque Canal+ Bénin, depuis 3 ans,
à des filleurs, 2 à Cotonou et 2 à Parakou, qui bénéficient de bourses scolaires, donc c'est-à-dire que nous prenons en charge la scolarité de ces enfants et nous prenons également en charge leurs frais de vie afin que ces élèves brillants puissent se concentrer sur leur formation à 100% et ne pas chercher à faire des petits jobs pour subvenir à leurs besoins. À noter que Canal Plus University a également pour objectif d'accompagner les programmes existants. Parmi eux, l'opération Setosu pour un film qui consiste à former des réalisatrices de courts-métrages durant un festival dont Canal Plus est partenaire. Ce même projet accompagne également le programme Afrique au féminin qui forme des journalistes, reporters d'images. Sur le continent, le Parlement tunisien a approuvé mardi un remaniement du gouvernement alimentant les tensions entre le Premier ministre et le chef de l'État, alors que des centaines de manifestants ont protesté dans la journée contre les inégalités sociales et les violences policières. Remaniement qui passe mal en Tunisie. Alors que le Parlement a accordé sa confiance au nouveau gouvernement, le président de la République tunisienne, Kais Saied, a déjà émis de vives critiques contre l'équipe choisie. En marge des tensions au sommet de l'État, des centaines de manifestants se sont réunis ce mardi près du Parlement. En cause, la répression policière contre le mouvement de contestation sociale qui a commencé à la mi-janvier. Je suis ici pour réclamer les libertés, les droits et la justice. Je suis venu aujourd'hui pour que tout le monde soit ensemble. Je suis venu ici aujourd'hui parce qu'en tant que jeune, cet État a dépensé pour m'éduquer, comme mes parents l'ont fait, pour que je puisse réclamer mes droits. La pandémie, nous la combattons ensemble, mais pas au détriment d'autres problèmes. Au lendemain du 10e anniversaire de la Révolution, un mouvement de contestation s'est propagé dans plusieurs villes du pays. Les Tunisiens descendent dans les rues depuis plus de 10 jours pour protester contre la crise économique, sociale et politique que traverse le pays. Ces tensions se sont accentuées avec la crise sanitaire. Aux politiciens, je leur dis une chose, si vous avez quelque chose à dire au peuple, ne le dites pas avec les forces de l'ordre, ne le dites pas avec l'aide du ministère de l'Intérieur. Sortez voir le peuple et faites-lui face. En 10 ans, il n'y a aucune stratégie ni perspective pour l'avenir, ni même l'espoir que les choses changent. Au contraire, chaque année, l'espoir diminue. Aujourd'hui, en 2021, pratiquement tous les jeunes sont désespérés. Tous les jeunes rêvent de 2 choses. Soit ils émigrent clandestinement, soit ils s'immolent. Des émeutes nocturnes entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté lors des premiers jours de contestation. Face à la colère des jeunes Tunisiens, le Premier ministre Hichem Mechichi a tenté de calmer les esprits ce mardi. Le chef du gouvernement a assuré qu'il serait à l'écoute des jeunes protestataires. En Bulgarie, les restaurateurs et les cafetiers ont défilé ce jeudi dans les rues de Sofia, la capitale, une marche pour la liberté pour dénoncer la décision du gouvernement de ne pas rouvrir les restaurants et les cafés avant le 1er mars. Les protestataires qui veulent reprendre leurs activités dès le 1er février comme les écoles et les clubs de sport. Les manifestants ont appelé à la démission du ministre de la Santé. Nous protestons car cela fait maintenant 2 mois que nous avons été fermés. Nous avons fermé à 5000 malades. Maintenant, il y a 500 malades par jour pour tout le pays et il n'y a pas de changement. Les hôtels et les restaurateurs dans les hôtels ne sont pas considérés comme dangereux et sont ouverts. Et ceux à l'extérieur sont dangereux. Nous voulons avoir de la clarté, connaître le plan que le gouvernement suit et savoir quand nous serons autorisés à travailler normalement. Nous voulons exercer notre droit au travail. Nous n'avons reçu aucune subvention de secours en cas de pandémie et nos employés n'ont pas reçu d'argent du gouvernement qui avait été promis en octobre. Et puis, le réseau social américain Twitter entend de nouveau lutter contre la désinformation. Il va mettre en place un nouvel outil et c'est une plateforme participative accessible aux utilisateurs pour signaler les contenus. Une annonce qui intervient 15 jours après la suspension du compte de Donald Trump, suspension qui avait été dénoncée par de nombreux pays dans le monde. Suivez les précisions.
Twitter s'est doté d'un nouvel outil expérimental contre la désinformation présenté le 25 janvier. Il s'appelle Birdwatch, surveiller les oiseaux, plutôt d'ailleurs les vilains petits canards. Twitter a déjà mis en place une modération effectuée par des professionnels. Elle prévient les utilisateurs qu'un contenu est une fausse information et renvoie grâce à un lien sur un contenu fiable, vérifié, scientifique. Mais avec Birdwatch, Twitter s'appuie cette fois sur sa communauté. Il ne s'agit pas là de censurer une information trompeuse, mais d'apporter des éléments de contexte. Écoutons les explications du vice-président de Twitter, Keith Coleman. Les usagers apprécient que les notes viennent de la communauté plutôt que de l'autorité centrale de Twitter et le fait que les notes apportent du contexte pour les aider à comprendre et évaluer un tweet, plutôt que de se concentrer sur des étiquettes comme vrai ou faux. Comment cela va-t-il se passer? Si un internaute repère un tweet trompeur, il pourra cliquer sur une icône dédiée et le signaler. Il pourra classifier le type de fausse information. Par exemple, c'est une blague qui est considérée comme une véritable info, ou encore, c'est une allégation non vérifiée. Puis, il devra ajouter une source fiable qui contredit le tweet, histoire d'étayer son signalement avec une vérité éprouvée. Alors, quels sont les risques de ce nouvel outil participatif contre la désinformation? Que des trolls ou autres propagateurs de fake news viennent infester Birdwatch de commentaires fallacieux. Contre cela, Twitter va mettre en place un vote du type « Ce commentaire a-t-il été utile ?» pour départager les avis farfelus des propos sensés. Un outil de ce type peut aussi être utilisé par des militants politiques pour décrédibiliser leurs adversaires en mitraillant de commentaires. Autre écueil à redouter, la prolifération de commentaires Birdwatch a ajouté aux nombreux commentaires déjà existants de quoi se perdre en digression infinie à la manière des débats que l'on retrouve sur les notes de Wikipédia. On écoute l'avis de Cyril Dalmont, spécialiste du numérique. Twitter cherche à diluer sa responsabilité avec un système communautaire en voulant faire porter en fait une part de cette responsabilité et la diviser entre les différents intervenants, donc les différents utilisateurs de Twitter qui participeront, et à retrouver un petit peu de sa superbe pour expliquer qu'avec cette démarche, finalement, c'est pas l'organe décisionnel de Twitter qui prend la décision. A priori, ces réseaux sociaux diffusent des informations, diffusent des messages, diffusent des contenus, collectent des informations sur des territoires nationaux. C'est au rôle de l'État et de la justice de cet État de déterminer clairement ce qui est possible de dire et ce qui n'est pas possible de dire. En tout cas, Twitter, longtemps accusé de ne pas modérer suffisamment ses contenus, resserre les boulons. Il vient d'annoncer qu'il retirera les badges bleus pour les comptes Twitter incomplets ou inactifs, comme celui visant à estampiller les organismes médiatiques financés par un État, comme le nôtre, et les priver de visibilité. Mais attention, pas les grandes chaînes publiques de France ou de Grande-Bretagne, certains étant plus égaux que d'autres. Twitter a supprimé le compte de Donald Trump après des monceaux de fake news de la part de l'ancien président. Mais le réseau a aussi suspendu les comptes de féministes françaises qui avaient posé il y a quelques jours cette question bien légitime en plein débat sur l'inceste et l'âge du consentement. Comment faire pour que les hommes cessent de violer? Twitter est bien moins prompt à supprimer les images de pornographie et de violence qui prolifèrent sur son réseau. Dans le vaste champ d'ordures déversé chaque jour sur Twitter, certains contenus monopolisent toute l'attention. Dommage. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour l'attention et à demain.